Bonjour Internet, c'est le 28e épisode de la Bibliothèque Digestive et nous allons entamer ensemble une longue descente vers des univers graphiques, sombres et dérangeants. Je vous propose un nouveau thème qui va nous permettre de découvrir et d'explorer les bandes dessinées dont le contenu, l'histoire, les dessins ou même leur fabrication relèvent du bizarre, du ténébreux, du dérangeant, voire même de l'horreur pure. J'aurais pu y intégrer les adaptations de Lovecraft en BD, mais il m'avait semblé plus judicieux de consacrer un thème entier pour le Reclus de Providence. Donc sans plus attendre, je vous présente un comic publié il y a une trentaine d'années, qui continue à être réédité aujourd'hui et qui est encore considéré comme culte par une poignée d'admirateurs. Un comic dont les origines, la fabrication et l'héritage sont auréolés de noirceur, de tragédie et de violence. Voici The Crow par James O'Barr. Pour les habitués de la chaîne, vous commencez à me connaître, j'aime bien présenter les bandes dessinées en vous parlant de ma propre expérience de lecteur. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant que je suis un puriste, que j'ai lu The Crow directement à sa sortie en 1989 et que je lui ai depuis ce jour voué un culte éternel. Non, c'est faux. Je me suis intéressé à ce comic au moment de la sortie du film The Crow, réalisé par Alex Proyas. Probablement motivé par une curiosité morbide, puisque c'est sur le tournage de ce film que l'acteur Brandon Lee, qui incarne le héros gothique du comic, a perdu la vie. À l'époque, j'avais également pris connaissance du contexte entourant la création du comic, une œuvre cathartique qui avait permis à l'auteur James O'Barr de canaliser sa douleur et sa frustration après un deuil terrible dans sa vie. Bref, ce comic et son adaptation en film avaient été marqués par le sceau de la tragédie. Et encore une fois, cette fascination morbide pour une œuvre qui semblait totalement maudite occultait la qualité même de l'œuvre. Je ne lisais pas The Crow parce que le récit ou les dessins résonnaient en moi, mais parce que j'étais attiré par le côté glauque et tragique qui entourait leur création. Oui, je n'en suis pas fier. Et ça aurait pu en rester là si je n'avais pas pris une double claque esthétique dans la gueule par le comic et par le film. Le film est sorti en 1994, le 3 août en France, et fête donc ses 30 ans cette année. Et ça me semblait être le moment opportun pour vous proposer cet épisode sur ce comic culte et me concentrer sur son cœur, à savoir l'histoire et les dessins. En levant le voile sur la vie de James O'Barr, je pensais apporter un éclairage nouveau et intéressant sur la genèse de The Crow, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre. La mère biologique de James O'Barr a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans un état chaotique, alternant entre autodestruction, incarcération, séjour en hôpitaux ou en institut psychiatrique et période de réhabilitation qui l'ont amené à avoir plusieurs enfants de pères différents. Lorsque les agents des services sociaux sont venus pour constater la naissance du petit James, elle ne se rappelait même plus la date exacte de sa naissance, probablement entre Noël et le jour de l'an. On lui a donc attribué de manière arbitraire une date de naissance, le 1er janvier 1960. James et son demi-frère aîné ont alors été placés dans un orphelinat de sa ville natale, Détroit, dans le Michigan. Yeah, well, I spent my early formative years in an orphanage and foster care. I didn't get adopted till I was about 7, and so I spent, a lot of time with a large group of kids, and with very few parental figures. And then when I did go out to be loaned out to some families on the weekends, it was never for very long, and a lot of times it just wasn't a very good situation. I mean, some of these people shouldn't have been allowed to have pets, let alone children. And I think there was a lot of monetary incentive for these people to do that type of thing, where they would get $100 to take a kid for the weekend. Il passe donc son temps entre l'orphelinat, avec d'autres enfants qui l'ignorent, des familles d'accueil difficiles, et à l'hôpital, au chevet de son frère qui est atteint de tuberculose, une maladie infectieuse des poumons. My brother had TB, and people were terrified of TB back then. But they were like, you want the cute blonde-haired one, you got to take the sick one too. And so we ended up staying there 7 years. And then the O'Barrs adopted us. Dans cet environnement triste à en pleurer, que n'aurait pas renié Charles Dickens, le petit James se réfugie dans le dessin. I was by myself all the time. There was nothing to do. By the time I got the coloring books, they'd all been fucked up, sketches, and so
I would just go around and any piece of paper, I would tear flyers off the wall and just draw on the back of them. And so I learned to entertain myself. Son frère finit par guérir de la tuberculose et ils sont adoptés par une famille modeste issue de la classe ouvrière du sud des États-Unis. Autant dire que ses nouveaux parents ne l'encourageaient pas dans la poursuite de son art, considérant la pratique du dessin comme une perte de temps. My adopted parents were blue-collar, hard-working people from down south. They didn't see art as any type of career. It was just kind of a hobby to waste time with. You know, I think they thought drawing was the equivalent of playing cards. You know, it was just something to do, and I don't know. It kind of reached an apex in my teenage years where I was forbidden to draw in the house because it was wasting so much time, and was told to go out and get a real job. Il continue à dessiner à l'école et à la bibliothèque, ses goûts en matière de comics s'orientant plutôt vers les monstres et l'horreur, à la creepy et eerie, plutôt que vers les super-héros. Entre ses 14 et 16 ans, il se rend à des conventions de comics où il tente de présenter ses dessins à des auteurs invités. Mais les réceptions sont mitigées. Vaughn Bodē, l'un des pères fondateurs du comic book underground américain, voit les prémices d'un auteur en devenir lorsqu'il lui présente son portfolio et l'encourage à persévérer dans les comics. Un an plus tard, un autre auteur important, Dave Cockrum, qui vient de relancer les X-Men chez Marvel, est beaucoup plus critique. Je lui ai montré mon portfolio et il m'a balancé directement que je n'avais pas de talent, que je perdais mon temps et que je ferais mieux de devenir camionneur. En fait, cette remarque aurait pu me détruire si je n'avais pas rencontré Vaughn Bodē un an avant. Alors, au lieu de tout remballer, j'ai pris la décision que j'allais lui montrer à cet enfant. Parallèlement à la poursuite de son art, il fait la connaissance d'une jeune fille de son lycée, Bethany, pour qui il a un coup de foudre immédiat. I met this girl and she was like an angel to me. I mean, she was just, absolutely everything I'd ever wanted. And I thought, I did it. I got to the end of the race. I got, for not caving in, for not surrendering, for, fighting through that 16 years of difficulty. I finally got to the end, and I've got the prize. And she was like the exact opposite of me. I was, dark and brooding and sarcastic and really venomous and everything. And she was just like this bright white light who was always happy, and I never heard her say a foul word or a word against anyone. If I would like verbally attack someone, she would point out their good points, and so it was like it was like positive and negative. We just kind of fit together perfect. À 17 ans, James quitte la maison de ses parents adoptifs pour emménager avec sa petite amie. Ils envisagent de se marier à la fin de leurs études. En 1978, James O'Barr se fait publier pour la première fois dans le 4e numéro du magazine Gasm, un magazine d'histoires courtes de bande dessinée, de science-fiction et de fantasy, un peu dans la veine de Métal Hurlant. Son histoire de 9 pages, qu'il a réalisée en 1977 sous le pseudonyme de Zen, s'intitule Incident on Planetoid et se retrouve à côté d'autres récits d'auteurs prestigieux comme Richard Corben ou Gene Day. Le destin semble finalement sourire de toutes ses dents pour James, mais ce sourire se transforme en grimace sinistre. Je vais juste citer ce paragraphe de la section About James, tiré du site jamesobarr.net en 2005. Comme beaucoup de choses ont été romancées, l'histoire de la disparition de Beth a été sujet à rumeurs et exagérations. James n'était pas là quand elle est décédée. Il ne l'a pas tenue dans ses bras. Il n'a pas été témoin de l'accident qui lui a coûté la vie. Beth était seule sur un trottoir de Détroit lorsqu'un chauffard ivre dans un van l'a percuté et l'a traîné sur plusieurs mètres. James a été prévenu de l'accident par un appel téléphonique du père de Bethany. Il s'est immédiatement précipité à l'hôpital et était avec la famille quand elle a été déclarée morte. Il n'y a pas eu d'adieu ni de drame. La perte dans sa forme la plus crue, sans compassion ni sensibilité pour ceux qui l'ont subi. Rattrapé par le drame et la tragédie qu'il avait cru pouvoir oublier, James cherche une structure, un cadre à son existence. Il entre au séminaire pendant plusieurs semaines, pensant trouver des réponses dans la religion, mais il finit par s'engager dans le corps des Marines et se retrouve caserné en Allemagne, à Berlin.
Au vu de ses talents de dessinateur, il est réquisitionné pour illustrer les guides et les manuels militaires. Il profite de ses permissions pour aller en Angleterre et développe sa culture musicale avec des groupes comme Joy Division ou The Cure, dont les thèmes et la sonorité font écho à son propre tourment intérieur. Sous influence de cette musique, il fait les premières esquisses du personnage de The Crow. Ce personnage, qui revient d'entre les morts pour venger la perte de sa bien-aimée, va lui servir de psychanalyse. Il va faire sortir et mettre en image toute sa colère et sa frustration. Il commence à composer les prémices de cette histoire de vengeance en s'inspirant de son deuil et d'un fait divers qu'il avait lu dans le journal en 1979 sur un couple abattu pour leur voler une bague à 20 $. En 1980 ou 81, son père meurt et grâce à cela, l'armée le libère plutôt de ses obligations militaires. Il rentre à Détroit et se met en tête de tuer le chauffard qui lui a pris la vie de Beverly. Mais il ne mènera pas ce projet de vengeance à son terme. L'homme est déjà décédé de cause naturelle. Il canalise à nouveau ses sentiments morbides dans son art et se sert de son récit de The Crow comme d'une catharsis. Il réussit à faire publier 1 ou 2 travaux, une vingtaine de pages en tout, mais The Crow va rester dans ses cartons à dessin pendant des années. Il enchaîne alors des boulots alimentaires tout en essayant de percer dans le monde des comics. Il envoie une copie de ses premières pages à l'éditeur Hercel, dont la ligne de comics semble correspondre à l'univers qu'il essaie de développer dans The Crow. Mais James O'Barr refuse leur offre quand l'éditeur lui demande de modifier son personnage pour en faire une sorte de Punisher. Tout comme James O'Barr, Gary Reed est natif de Détroit. Il y est le propriétaire de plusieurs librairies spécialisées dans les comic books et les livres d'occasion. Il organise également des conventions de comics et présente même des émissions de radio et de télé sur les chaînes locales. En juin 2011, sur son blog, il explique comment il a fini par publier le comic book The Crow dans sa maison d'édition fraîchement créée, Caliber Press. Un de mes clients de la librairie, c'était Jim O'Barr. Il travaillait pour un magasin de pièces et de peintures automobiles, je crois. Il naviguait entre les différentes librairies. À cette époque, on revendait pas mal de peintures et de dessins d'artistes locaux, ainsi que des t-shirts. La plupart de ces t-shirts étaient sur Batman, la plus grosse vente de l'époque à cause de l'attente du futur film, celui de Tim Burton en 1989. Jim a eu vent de la maison d'édition de comics et a demandé si j'étais intéressé pour jeter un coup d'œil à un truc qu'il avait fait. En parlant avec lui, j'ai découvert qu'il avait déjà eu des trucs publiés quelques années avant. J'ai un souvenir très vif de ce moment où Jim m'a fait découvrir les pages de The Crow. À cette époque, je travaillais à la maison quelques jours par semaine pour garder mes filles, parce que ma femme faisait des gardes de 12 heures 3 ou 4 jours par semaine. Jim est venu chez moi, et je me rappelle qu'on est resté assis à l'extérieur. Jim avait environ 14 pages terminées de The Crow. Il devait en avoir plus, mais c'est tout ce que j'ai vu. Il m'a expliqué que c'était inspiré d'une histoire qu'il avait lue sur une fille qui avait été tuée pour une bague à 20 $. Donc il a brodé une histoire dans laquelle le petit ami était tué et revenait pour se venger. Il n'y avait pas mention d'une tragédie personnelle qui avait frappé Jim et je n'en ai pas entendu parler avant plusieurs années. La première apparition de The Crow arrive donc au sein de la toute nouvelle maison d'édition de Gary Reed, Caliber Press, dans les pages de Caliber Presents numéro 1 en janvier 1989, dans une histoire de 8 pages, précédée d'un aperçu dans la revue promotionnelle Caliber Rounds et d'un dessin sur le dos de la couverture de Dead World numéro 10 en 1988. The Crow commence alors sa publication en comics et s'étale sur 4 numéros entre février et mai 1989, ainsi qu'un petit récit de 6 pages dans l'anthologie de Noël A Caliber Christmas. Selon le site Sewer Mutants, qui a fait un énorme dossier en 3 parties sur la carrière de James O'Barr en 2022, dont j'ai puisé quelques sources pour faire cette vidéo, je vous mets d'ailleurs tous les liens dans la description. Donc, selon ce site, James O'Barr a publié environ 416 pages d'art séquentiel dans sa vie, sans compter les trucs qu'il a écrits mais pas dessinés. D'après mes comptes, Caliber en a publié 182 pages en 1989, la plupart dessinées, encrées et lettrées la nuit, alors qu'il travaillait la journée dans un magasin de pièces automobiles. Les précommandes du premier numéro ne sont pas top, moins de 4000 exemplaires, mais dès qu'il atteint les présentoirs des comic shops, il trouve instantanément son lectorat et il s'en écoule 10 000 copies. À la fin des années 80, The Crow devient une petite sensation des comics indépendants. Mais Caliber Press ne publiera pas le numéro 5 de The Crow. James O'Barr apportera la conclusion de ce récit chez Tundra Publishing, l'éditeur des Teenage Mutant Ninja Turtles, en 1992. Tundra Publishing, qui a été créé par Kevin Eastman, le co-créateur des Tortues Ninja, justement, succès astronomique des comics indépendants s'il en est,
attire les jeunes auteurs des comics par des cachets très généreux et des paiements à la page supérieurs à ceux que pouvait donner Caliber Press. Gary Reed commente l'explosion de sa maison d'édition et le départ de O'Barr avec beaucoup de stoïcisme. Après le lancement initial en 1989, le groupe d'artistes à l'origine a commencé à partir. O'Barr est parti pour Tundra, où tout le monde allait parce qu'il payait beaucoup plus par page. Les 4 premiers numéros de The Crow sont donc réédités en 2 volumes, en janvier et mars 1992, et le 3e volume, qui conclut la saga, sort en mai 1992. Cette publication connaît un succès conséquent, rencontrant un lectorat plus large et plus féminin que les habituels lecteurs de comics un peu nerd et plutôt masculins. Bien évidemment, tous les gothiques se prennent de passion pour ce héros qui trimballe un look similaire, mais c'est surtout toutes les influences, les citations que met James O'Barr dans son comic qui leur parlent. Déjà, pour le look du personnage principal, il va puiser son inspiration dans la scène rock de l'époque. O'Barr veut que Eric ressemble à un croisement entre Peter Murphy, le leader du groupe séminal goth anglais Bauhaus, et le rocker américain Iggy Pop. Ensuite, parmi les textes explicites qui ponctuent la lecture de The Crow, on peut trouver Arthur Rimbaud, Robert Smith de The Cure, François Villon ou des paroles de Joy Division. D'ailleurs, dans le premier numéro de The Crow, chez Caliber, la page de garde du comic est un hommage à Ian Curtis, le chanteur de Joy Division qui s'est ôté la vie en 1980, soulignant encore plus, s'il le fallait, la filiation de cette œuvre à tout un pan de la culture gothique et romantique. Romantique dans le sens littéraire du terme, une exaltation de l'âme et des sentiments, une volonté de fuir la raison, de rechercher des émotions passionnées, parfois mélancoliques ou morbides. Enfin, il emprunte également quelques éléments au romantisme religieux chrétien. Regarde. Maman est le 2e nom de Dieu, dans la bouche et dans le cœur de tous les enfants. Tu comprends? Entre 1992 et 1993, l'engouement pour The Crow va atteindre un nouveau palier. Déjà avec la sortie d'un album, un TPB chez Kitchen Sink, compilant tous les épisodes sortis chez Caliber et Tundra. Et je dois parler de cette incroyable édition collector en coffret, contenant un CD du groupe Trust Obey de son pote et collègue illustrateur John Bergin, qui sert de bande originale aux comics, et surtout la préparation d'un film adaptant le comics. We started filming on February 1st, 1993 in Wilmington, North Carolina. Everyone was invested 1,000% in trying to make, a film that would stand shoulder to shoulder with any studio release on a fraction of the budget. Depuis 1989 et le succès phénoménal du Batman de Tim Burton, les producteurs sont à l'affût d'un comic book à succès qui va leur assurer un bon pactole lors du passage au grand écran. Si bien qu'au début des années 90, de nombreuses adaptations de comic books sont mises en chantier et vont débouler dans les cinémas avec plus ou moins de succès. Et l'œuvre de James O'Barr, qui a fait sa première apparition en 1989, va tout naturellement attirer l'attention des producteurs. Si James O'Barr avait vendu pour la modeste somme de $60 000 les droits de sa bande dessinée à la firme New Line, The Crow aurait été certainement un film différent de celui qu'il est aujourd'hui. Une perle noire où se reflètent autant les feux de l'enfer que les miasmes d'un paradis perdu. Seulement, la New Line voulait en faire un film PG-13, ce qui allait sacrément édulcorer la violence graphique et la noirceur du propos. Et O'Barr a eu la clairvoyance de refuser cette offre, et s'est rapproché d'un duo de créateurs, Jeff Most et John Shirley, qui ont fini par faire le film avec Edward Pressman, un producteur à l'œuvre depuis les années 70 avec des titres et des réalisateurs prestigieux. Malheureusement, le tournage est entaché par un drame très médiatisé. La mort brutale et accidentelle de l'acteur principal, Brandon Lee, ajoutant un peu plus à la légende macabre de The Crow. Je vous laisse aller voir la géniale vidéo de Monster Squad sur la saga The Crow au cinéma et en série télé également, sur la chaîne de Capture Mag, afin de vous plonger dans les secrets de ce tournage catastrophique, mais qui a finalement donné naissance à un film que je considère comme un chef-d'œuvre. Enfin, c'est juste mon opinion, hein. Et allez vous abonner à la chaîne Capture Mag, tiens. Mais revenons au comic tel que je l'ai découvert dans cet album paru chez Kitchen Sink. Il collecte donc la première histoire de 8 pages, publiée dans Caliber Presents numéro 1 et intitulée Inertia. Puis les 4 épisodes du comics sortis chez Caliber Press, Pain, Fear, Irony et Despair, les 6 pages de l'histoire Atmosphère, publiée dans A Caliber Christmas, et la dernière partie, Death, publiée dans le volume 3 du comics chez Tundra.
Inertia. Dans une ruelle sordide, un petit malfrat sort d'un appartement par une fenêtre après avoir volé du matériel vidéo ou hi-fi. Il est bloqué dans sa fuite par un homme tout vêtu de noir et arborant un maquillage de mime, lui dessinant un sourire figé sur son visage blême. Le voleur est surpris sur le moment, mais se reprend vite, sort un couteau et plante la silhouette dans la poitrine. Le sang coule, mais l'individu gothique ne bronche pas et semble apprécier la situation. La peur envahit alors le voyou qui se recroqueville lentement en levant les yeux vers la silhouette ténébreuse qui lui pose des questions sur les membres de son gang, en le menaçant à son tour de lui couper les doigts avec un sécateur. « Dis-leur que j'arrive, Mr. Jones !» Cette histoire courte pose tout simplement les bases du personnage. Il est mystérieux et inquiétant, avec ce look complètement à la mode gothique des années 80-90 et ce maquillage très marqué, un mélange de masque de la commedia dell'arte et du mime Marceau. Une balafre inquiétante traverse son visage de l'œil jusqu'au nez. Et deux aspects sont frontalement abordés. Le côté surnaturel du personnage, puisqu'il semble insensible aux blessures mortelles, et le fait qu'il débarque littéralement de nulle part pour se venger d'un gang de criminels. À aucun moment on ne voit de corbeau, et à aucun moment son nom ou le nom de The Crow ne sont prononcés. O'Barr pose les bases d'un univers sombre, perturbant et morbide avec ce personnage et son look goth flippant, le mystère entourant son désir de vengeance et sa détermination à faire du sale avec ses ennemis. Au lieu de s'opposer au voleur avec un flingue ou un couteau, il dégaine un petit sécateur pour le menacer de lui couper les doigts ou les orteils. On se pose alors la question de savoir si ce personnage n'est pas tout simplement un psychopathe, un maniaque encore plus barré que les criminels qu'il poursuit. Payne. On y retrouve le même goth au maquillage de mime et son grand imperméable noir arpentant les ruelles sordides d'une ville sans nom où les criminels semblent faire la loi. Il fait à nouveau face à une de ces crapules qu'il menace plus directement cette fois-ci en lui tirant une balle dans le bras. Encore une fois, il cherche les associés de cette crapule afin de se venger, mais là il se dévoile un peu plus et révèle qu'il fut l'une de leurs victimes 1 an auparavant. « Réjouis-toi de l'entière gloire qui va bientôt être la tienne. Qui tu es ? Et remercie le Seigneur Dieu qui t'a appelé dans son royaume. Mec, je te connais même pas. » Il y a 1 an, une froide nuit d'octobre, une voiture en panne sur une route de terre, un homme, une fille, folie, souffrance, et les ombres, mon Dieu, les ombres. Toi, T-Bird a dit que t'étais crevé. Je ne le suis pas. Cette confrontation est entrecoupée d'images troublantes, mais pleines de sens. Un corbeau croît sinistrement. Ne regarde pas, ne regarde pas. Un couple s'étreignant tendrement, un passé heureux, un appartement décoré avec des masques de la commedia dell'arte. L'issue de cette confrontation est plus expéditive. Le goth tire une balle en plein dans la tête du thug. Dans ce premier épisode de la mini-série The Crow, James O'Barr reprend les mêmes éléments de son histoire courte de 8 pages et les développe sur 32 pages. Il ne les étire pas simplement en longueur, il rajoute des détails, des éléments narratifs importants, comme l'apparition du corbeau, qui est une référence directe à la courte nouvelle The Raven d'Edgar Allan Poe, l'un des maîtres du romantisme gothique américain. Ou encore il dévoile l'origine de son personnage, l'histoire tragique de cet homme qui s'appelait Eric et de sa bien-aimée Shelley, tous deux massacrés par le gang de racailles qu'il poursuit dorénavant de sa vengeance impitoyable. Allant jusqu'au bout de son concept, il amène son héros jusqu'au repère du gang et les extermine tous, gardant pour la fin le maître des lieux, Top Dollar, pour le laisser mendier sa vie contre de l'argent. En vain. L'épisode se termine sur Eric, The Crow, quittant les lieux, un sourire apaisé illuminant son visage. Je ne vais pas vous en dévoiler plus car j'aurai l'impression non pas de vous spoiler l'intrigue, puisque vous devez la connaître, c'est une histoire de vengeance, mais j'aurais peur de vous gâcher l'expérience simple de la lecture, de l'immersion dans cet univers sombre et sans concession. Parce que la force de ce comic, surtout quand on le découvre ainsi dans un album compilant tous les épisodes, c'est l'expérience d'une descente de plus en plus profonde dans le désespoir au fur et à mesure des pages. Comme je vous l'ai décrit plus tôt, les premières pages décrivent une histoire de vengeance d'un personnage étrange qui révèle peu à peu un aspect surnaturel, puisqu'il semble insensible aux blessures, voire immortel, et tourmenté par des cauchemars démarrant toujours par une image dégageant une beauté calme qui s'achève toujours dans une explosion de violence et de souffrance.
L'image du magnifique cheval blanc finissant déchiré par des fils barbelés, ou la beauté du corps nu de sa fiancée Shelley, horriblement touchée par une balle de revolver. Les moments de joie, de douceur qu'il évoque se terminent toujours par une vision macabre. Et même à la fin du premier chapitre, quand on pense qu'Eric a enfin trouvé la paix après avoir exécuté sa vengeance, avec son visage et ce sourire étrangement paisible, on est frappé d'un coup par la violence débridée et gore du second chapitre. Les antagonistes sont irrécupérables. Il n'y a aucune noblesse, aucune profondeur dans leurs agissements. Ils tuent par plaisir, volent ce qu'ils veulent et font toutes sortes de trafics pour gagner de l'argent. L'ouverture du second chapitre nous fait perdre d'un coup toute promesse d'un dénouement satisfaisant. Un innocent se fait tuer par les membres du gang, quasiment sous les yeux d'Eric, qui intervient seulement après sa mort. Le récit nous hurle à la face qu'il n'y aura pas de rédemption. Pour personne. L'histoire atmosphère qui s'intercale entre le chapitre 2 et le chapitre 3 agit de la même façon. C'est un souvenir tendre d'une soirée pendant les fêtes de Noël entre Eric et Shelley, laissant entrevoir un futur radieux pour ce couple. Un pur moment de répit et de joie avant d'entamer la descente irrémédiable vers les enfers de la souffrance et du désespoir jusqu'à la toute dernière page. L'intensité des dessins en noir et blanc de James O'Barr s'accroît également à partir de cet instant. Les 3 derniers chapitres privilégiant le noir en couleur dominante, le gris et le blanc servant de contraste pour mettre en évidence les détails, ce qui était l'inverse dans les 2 premiers chapitres et le prologue. On peut évidemment penser que l'écart de temps entre ces épisodes a permis à O'Barr de peaufiner son art, de rechercher une plus grande efficacité dans la mise en page et l'agencement des cases. Et ça se sent. Les personnages, les détails des textures, des ombres, la chorégraphie des scènes d'action ont gagné en maturité, en précision. Les premiers épisodes sont plus bruts, plus grossiers, semblent avoir été produits dans l'urgence par un esprit adolescent mais encore timide. Les derniers épisodes sont incroyablement beaux, puissants et terriblement violents et déprimants. On est happé par cette spirale de vengeance dans laquelle on espère trouver la satisfaction dans la punition violente et expéditive des méchants, mais le récit nous entraîne dans une tristesse sans fin où chaque exécution n'est qu'une marche de plus vers le désespoir. La mort des méchants ne lui apportera aucun réconfort et la fin ne résoudra rien, ni pour lui, ni pour Shelley. Je vais revenir sur mon appréciation de ce récit, mais pour le moment, il est temps pour moi de donner une note à The Crow de James O'Barr. Je lui donne donc la note de 7 sur 10. Et je le précise encore une fois, mais c'est mon appréciation personnelle. Je ne tente pas de vous l'imposer. Faites-vous une opinion, lisez ce livre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans l'avoir fait, arrêtez tout et allez l'acheter. Je vous l'ai dit au début, j'ai été attiré vers ce comic par le biais du film et de la tragédie qui a entaché sa réalisation. Et j'ai été intrigué en apprenant que la BD The Crow avait été également engendrée à cause du drame personnel de son auteur. Quand j'ai commencé mes recherches pour cet épisode de la bibliothèque digestive, je me suis bien évidemment penché sur la vie de James O'Barr. Et l'évocation de cet événement tragique était un chapitre incontournable pour comprendre le processus de création de cette œuvre. Et en accumulant les sources, je me suis rendu compte qu'un petit détail me chiffonnait. Si vous avez fait un peu attention dans les citations que je vous ai proposées, sa fiancée s'appelle Bethany, ou Beth, ou Beverly. Sur les sources que j'ai amassées, la première évocation de cette tragédie personnelle est faite en 1992, dans le magazine Comic Scene numéro 25, sans préciser de quoi il s'agit. La première mention de l'accident de la route qui a ôté la vie à sa petite amie, je l'ai trouvée dans un article du LA Times, datant de mai 1994, au moment de la sortie du film et 1 an après le décès de Brandon Lee. Le prénom Bethany apparaît pour la première fois en 2005 sur le site jameso'barr.net, que j'ai retrouvé grâce à la Wayback Machine. Je ne suis pas vraiment sûr s'il s'agit d'un site officiel ou d'un site de fans. Ce prénom est repris sur la fiche Wikipédia de l'auteur en août 2016. Mais en novembre 2010, ce prénom est modifié sur cette fiche Wikipédia et Bethany devient Beverly. Et la date de son décès est précisée, en 1978. Ces informations seront reprises ou confirmées par d'autres sources par la suite. En 2012, le site Film Buff Online utilisera le prénom Beverly Ann pour son article. Ces différences pourraient s'expliquer par des mauvaises retranscriptions d'interviews de James O'Barr, confondant Beth pour Bethany avec Bev pour Beverly. Beth, Bev. Ces petites coquilles sont assez courantes
Et j'en ai d'ailleurs trouvé une assez croustillante dans l'article même consacré à The Crow, dans le Comic Scene numéro 25, où le journaliste évoque le futur film adapté du comic réalisé par un certain Alex Proyas, qui est en fait Alex Proyas. Tout s'explique. Sauf que je suis tombé sur cette vidéo. This video is dedicated to Michelle Lynn Brill, also known to her friends as Shelley. En 2015, Eric Humphrey publie sur sa chaîne YouTube Eric Da Raven une vidéo intitulée The Crow, James Hobart Shelley, dans laquelle il raconte avoir rencontré James Hobart en 1988 dans un bar, sans mauvais jeu de mots, alors que le futur auteur de The Crow était en train de pleurer après avoir assisté aux funérailles de 4 amis décédés dans un terrible accident de voiture. L'une des victimes avait 18 ans et s'appelait Michelle Lynn Brill, mais ses amis la surnommaient Shelley. Michelle Lynn, Shelley. Et dans la vidéo, Eric Humphrey déclare que James Hobart s'est inspiré d'elle pour le personnage de Shelley, la fiancée sacrifiée de son personnage The Crow. Dans la toute première vidéo de la chaîne, quelques années en arrière, en 2008, il prétend que Hobart s'est inspiré de lui pour le personnage de The Crow. Il a donné son prénom au personnage, il s'est inspiré de son apparence, de la perte d'une amie proche et des 4 jeunes victimes d'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool. Il semble avoir une dent contre James Hobart, qui l'accuse directement de lui avoir tout volé pour créer son comics. Dans la vidéo de 2015, il va jusqu'à insinuer que Hobart serait directement ou indirectement responsable de l'accident qui a coûté la vie aux 4 jeunes en 1988. Alors que je m'apprêtais à descendre dans le terrier du lapin pour découvrir la vérité sur James Hobart, la confusion envahissait mon esprit. Et si ce gars, Eric Humphrey, n'était qu'un rageux, un jaloux qui avait pu connaître James Hobart dans sa jeunesse, qui avait lui aussi des velléités d'artiste ou de créateur, mais qui n'avait pas eu la chance de réussir, et qui s'inventait un complot dans lequel sa vie et son œuvre lui avaient été volées pour en faire le comics à succès d'un autre. Ou peut-être qu'il disait la vérité, que James Hobart est un voleur, et que The Crow est un plagiat pur et simple. Peut-être même que c'est un menteur, que l'histoire de Beverly, sa fiancée décédée dans cet horrible accident de la route, n'est qu'une invention pour attirer l'attention des gens. Bon, je n'essaie pas de balancer une révélation toute pétée, de faire du buzz. Je n'ai pas envie d'attirer l'attention avec ce genre de fausses découvertes. La question que je me pose, et que je vous pose aussi, c'est de savoir si The Crow serait moins bon si son auteur n'avait pas connu de drame. Ou plutôt, est-ce que notre appréciation de ce comics changerait si James Hobart n'avait pas eu une vie de merde ? Cette question, je me la suis posée en faisant cet épisode et en relisant le comics. Parce qu'en fait, je suis venu à lire The Crow en 1994 par curiosité morbide, c'est vrai. J'ai gardé ce livre pendant 30 ans parce qu'il m'avait parlé en tant que lecteur. Oui, parce que des BD, j'en ai beaucoup acheté, mais j'en ai aussi beaucoup revendu, parce que le sujet ou les dessins ne me plaisaient plus, ou parce que j'avais mûri, mes goûts avaient évolué. Mais j'ai gardé The Crow, déjà pour le sujet, cette vengeance par-delà la mort, pour son absence de cynisme aussi, dans le traitement gothique et romantique du récit, par sa culture et ses citations érudites, mais surtout pour son dessin. Et là, je vais parler en tant que dessinateur amateur et amateur de dessin. Dans The Crow, au fil des pages, des chapitres, on voit le style de James Hobart évoluer, s'affirmer. On assiste à la naissance d'un artiste. Il a su rester intègre et fidèle à son récit, durant toutes les années où il a travaillé dessus, ne revenant pas en arrière, mais amplifiant ce qu'il avait déjà fait grâce à son expérience et la dévotion portée à son travail. Il a su grandir et s'améliorer graphiquement et a fini par produire une œuvre incroyablement riche, dense et sans concession. Et si vous vous demandez si la fiancée de Hobart existe vraiment, ou si elle s'appelle Bethany ou Beverly, la réponse était sous nos yeux depuis des années. Dans sa première histoire publiée, dans le magazine Gasm numéro 6 en avril 1978, mais dessinée en 1977, sur la première page, en bas, sous les cases, on peut voir, à côté de sa signature, une petite dédicace. To Beverly. Et encore une dernière chose, pour laquelle je n'ai pas de réponse, et c'est là où je vous sollicite pour m'aider à trouver. À la fin du TPB, dans le chapitre 5, il y a 2 cases, dans 2 pages, qui montrent Eric avec une femme aux cheveux noirs portant des vêtements sombres. Qui est-elle ? Ce n'est pas le personnage de Shelley, puisqu'elle est blonde et toujours représentée en blanc. J'en appelle à ma modeste mais fidèle communauté, ou aux curieux qui sont arrivés jusqu'ici,
Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires, je suis sincèrement curieux. Merci à tous, les nouveaux abonnés comme les anciens, à ceux qui commentent, à ceux qui likent, vous faites du bien à cette chaîne et vous m'encouragez à continuer ce travail de passion. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en likant cette vidéo. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai encore plein de BD à vous faire découvrir, il y aura bien un titre ou deux qui va vous intéresser. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt, ciao Internet.